L'angoisse n'est pas rare, comme nous le voyons depuis ce matin. Elle se fait connaître comme motif de consultation. Il s'agit d'un affect qui dépasse l'être qui le ressent. L'angoisse surprend et se présente comme énigmatique. Quel clinicien n'a pas entendu un patient évoquer une angoisse qu'il ne comprend pas et qui le dépasse ? En cela, l'angoisse rend merveilleusement compte de l'assertion freudienne selon laquelle le moi n'est pas maître en sa demeure. Il se passe quelque chose de désagréable et le moi n'a aucune prise dessus. La psychanalyse nous apprend que derrière l'angoisse, il y a un savoir que l'être peut construire dans sa psychanalyse. À sa première séance, Daphné passe sur le divan. Cela semble bien se passer quand j'entends sa respiration se faire plus rapide. Je l'invite à associer librement ses signifiants corporels. Elle y consent, diffère une crise d'angoisse et continue à associer librement ses pensées. Cela aura pour effet d'apaiser son état. Lacan nous rappelle en effet qu'une psychanalyse ne perd pas par l'affect, mais par les signifiants, d'où l'invitation à associer librement ses pensées. L'affect est ce qui reste errant. Ce sont les signifiants qui sont refoulés et qui peuvent permettre à l'être d'en savoir davantage sur sa souffrance. « Je refuse de nourrir mon corps alors que j'ai faim », dit Daphné. Cette phrase illustre merveilleusement bien les enseignements freudiens et lacaniens qui distinguent le pulsion d'un côté et le besoin de l'autre. Daphné décide d'ignorer les besoins vitaux de son organisme. La faim est un besoin interne du fait de la nécessité de la vie, la soif aussi, pour parler comme Freud de 1895. Le fonctionnement de l'autoconservation est préconditionné par l'organisme. Tout être doit dormir, manger, déféquer pour pouvoir rester en vie. Le besoin porte l'empreinte de l'universel. A contrario, les pulsions sexuelles relèvent de la singularité. La pulsion est une poussée constante, ce qui contredit toute assimilation de la pulsion à une fonction biologique, cette dernière ayant toujours un rythme. Lacan le précise poétiquement, la pulsion n'a pas de jour ou de nuit, pas de printemps ni d'automne, pas de montée ni de descente. C'est une force constante. Cette organisation ne peut être comprise sans saisir l'objet pulsionnel comme un creux qui est sans cesse contourné. Lacan apparente la pulsion à une topologie plus qu'à une énergétique, comme cela l'était chez Freud. Du modèle du conflit et de la lutte avec ce dernier, nous passons à un modèle du ratage avec Lacan. Ces deux positions ne sont pas contradictoires et s'enrichissent mutuellement. Lacan construit la pulsion selon un modèle circulaire. La pulsion est représentée par une boucle qui ne cesse de faire retour sur elle-même. Le mouvement se relance inlassablement. La pulsion ne peut être comblée car elle contourne un objet structurellement manquant, l'objet petit a, l'objet perdu. Lacan en conclut que nous pouvons considérer la pulsion comme le rapport dérangé de l'être à son propre corps. Les pulsions sexuelles, par opposition aux besoins, ne travaillent pas dans une visée utilitaire de survie ou de reproduction. Freud donne l'exemple du suçotement dans les 3 essais. Par ailleurs, il démontre que la bouche sert à manger, ce qui relève du besoin, mais qu'elle sert aussi à jouir. Manger renvoie à l'organisme qui a des besoins vitaux, tandis que le jouir relève du corps libidinal. Freud précise que les premières motions de la sexualité se rencontrent chez le nourrisson en étayage sur d'autres fonctions d'importance vitale. Les pulsions sexuelles sont ainsi associées aux pulsions d'autoconservation dans un premier temps. Mais le nourrisson répète l'activité de succion sans demander de nourriture. Ce n'est plus la faim qui motive l'action. Freud écrit « Nous disons qu'il suçote, et que quand le faisant, il s'endorme de nouveau avec une expression bienheureuse, cela nous montre que l'action du suçotement lui a apporté en elle-même et pour elle-même une satisfaction. » Une répétition sexuelle se voit ainsi séparée du besoin de l'ingestion de nourriture. Ces pulsions sexuelles vont même parfois dans un sens opposé à l'autoconservation. Nous savons combien les besoins vitaux tels que manger, déféquer, boire peuvent être perturbés par la pulsion sexuelle. La jouissance fait que, je cite, tous les besoins de l'être parlant sont contaminés par le fait d'être impliqués dans une autre satisfaction, à quoi ils peuvent faire défaut, précise Lacan.
C'est le cas de Daphné avec la nourriture, lorsqu'elle jouit de ne pas s'alimenter. Lacan va plus loin et innove la figure du Nebenmensch. Pour rapide rappel, il s'agit chez Freud de cet être proche qui permet la survie de l'enfant lorsqu'il naît. Lacan énonce que ce qui est le plus proche et le plus présent à l'enfant n'est pas l'être qui s'occupe de lui, mais la jouissance. Je cite, « Le prochain, c'est l'imminence intolérable de la jouissance ». Daphné souffre également au travail. Ce qu'elle nomme son manque de confiance en elle dissimule un moi fort. Elle dit que son stress au travail masque un désir d'être plus puissante que sa chef. Lacan, dans son retour à Freud, a éclairé magistralement le concept du moi, notamment par l'étude du stade du miroir. Lacan fait du moi une instance imaginaire où règne la passion de l'ignorance. L'auteur démontre l'influence déterminante du visuel chez l'enfant, ce dernier se constituant par les regards qu'il échange avec son entourage. Dolto précise que l'enfant se voit à la fois en sa mère et comme sa mère, ce qui révèle la dialectique de l'identification. Comprenez donc que le miroir c'est aussi l'autre, le semblable et pas que l'objet miroir. Le stade du miroir permet entre autres de saisir la puissance de l'imaginaire. À la naissance, l'être est dans un état de prématuration. De cette situation découle une inévitable impuissance et soumission à l'environnement, comme on l'entendait ce matin. Freud évoque la détresse du premier âge. L'enfant naît prématuré, livré au bon vouloir de l'autre. Cette dépendance radicale est une question de vie ou de mort, puisque sans l'autre, l'enfant ne peut survivre. Par le stade du miroir, l'enfant se voit en totalité. Cette image totale du corps provoque la joie de l'enfant qui se contemple. L'image spéculaire entraîne une exaltation à un moment où l'enfant est encore plongé dans l'impuissance motrice et à la dépendance du nourrissage. L'image lui donne alors un semblant d'unité, de maîtrise et de liberté de stature. La jubilation vient signaler le fort investissement libidinal sur le corps propre. La belle forme fascine le moi tout en le structurant. Lacan précise que la jubilation naît du voile de l'image posée sur le manque. Tandis que le moi se soutient de l'image d'un corps total, la maturation de l'enfant n'est, quant à elle, pas achevée. Sur le plan psychique, la phase du miroir relève d'une anticipation, d'une précipitation de l'anticipation d'une maîtrise et d'une motricité que l'enfant n'a pas encore. Cette discordance fait que l'instance du moi se soutient d'un leurre. Le stade du miroir, essentiel à la formation du moi, révèle aussi l'aliénation dans laquelle l'être se piège. L'illusion d'autonomie est comparée par Lacan à, je cite, « une armure qui va marquer de sa structure rigide tout le développement mental de l'être ». La méconnaissance est constitutive du moi selon Lacan, qui en fait une instance aliénée. Le moi se confond avec cette image qui le forme, ce que Lacan nomme l'intrusion narcissique. Le moi est pris dans le mirage des apparences. L'image introduit une discordance toujours plus ou moins traître, nous dit Dolto. Le paradoxe est justement qu'en se voyant dans le miroir, l'être devient aveugle à ce qu'il est vraiment. Cet ancrage imaginaire est essentiel, mais Daphné nous apprend qu'il n'est pas suffisant. De plus, l'expérience spéculaire ouvre au monde. En s'identifiant à son reflet dans le miroir, donc à l'image de l'autre, l'enfant entre dans le monde social. Cette dialectique sera affinée lorsque Lacan théorisera la relation imaginaire A'. L'auteur travaillera notamment la question de l'agressivité et de la jalousie, qui contribuent à la genèse de la sociabilité. En effet, la jalousie rend compte de l'identification de l'être à son semblable. La relation imaginaire peut alors provoquer une confusion entre le moi et l'autre, ou l'autre, dans l'imaginaire, est susceptible de voler quelque chose de l'identité de l'être. C'est la sensation que Daphné décrit lorsque sa sœur est née. Elle dit « Je me suis sentie laissée pour compte » par son père, elle parlait de son père. Je n'avais plus, et sa mère aussi, je n'avais plus leur attention, je ne savais plus à quoi je servais. Dolto ajoute que la phase du miroir favorise l'autonomisation corporelle de l'enfant
et la prise de distance avec le corps de la mère. Lacan précisait déjà que la phase du miroir n'a pas qu'une valeur d'investissement du corps propre, mais qu'elle fait aussi fonction de défense. C'est un barrage contre le pacifique de l'amour maternel, dit-il joliment en référence au livre de Marguerite Duras. Au fil de sa cure, Daphné arrête les antidépresseurs. Alors que la souffrance s'apaise, elle décrit un sentiment, je cite, « étrange, comme s'il n'y avait plus rien à quoi me raccrocher. Mine de rien, le fait d'être angoissée, ça comblait le vide. » Daphné nous apprend finalement que l'angoisse se lie étroitement au refus de la castration symbolique. Je vous remercie.